Avec Toraï, ça fait des heures qu'on marche dans cette caverne lugubre. On commence à y voir de moins en moins et j'entends des bruits étranges au loin. Si c'est ce que je pense, ça ne me dit rien qui vaille. Pour m'aérer un peu l'esprit, je peux vous raconter ce que je sais des camps de monstres et autres repères de méchants qu'a pu connaître le royaume de Zelda et même au-delà. Bonjour. Croquez une part de gâteau de monstre et soufflez dans votre corne de bocoblin, car des montagnes au village, de la mer au sous-bois, bienvenue dans ce nouveau récit de voyage d'Hyrule et au-delà. En tout temps, Hyrule a connu de nombreux habitants. Malheureusement, qui dit vie dit aussi mort. C'est pourquoi il nous est possible d'arpenter de nombreux cimetières à travers la série. Dans The Legend of Zelda Ocarina of Time, le village de Cocorico possède un cimetière dans une zone reculée des habitations. Là-bas, on peut y rencontrer Igor le Fossoyeur. Bien qu'il ait l'air rustre et sauvage de prime abord, il se révèle finalement très gentil avec Link. Igor fait d'autres apparitions au fil de la série Zelda, dans The Legend of Zelda Link's Awakening, où il habite une petite cabane reculée de l'île Cocolint, ou encore dans The Legend of Zelda The Minish Cap, là aussi en tant que gardien d'un cimetière. Dans ce lieu d'Hyrule, Link peut visiter le tombeau des rois, qui, comme son nom l'indique, est l'endroit où reposent les anciens souverains du royaume d'Hyrule. Link y fera d'ailleurs la rencontre d'un fantôme, celui du roi Gustave, très ancien roi d'Hyrule, si ce n'est le tout premier selon certaines théories. Dans Ocarina of Time, dans le futur, on découvre que Igor est malheureusement décédé, et que son fantôme hante désormais le cimetière de Cocorico. Aussi, tout comme dans The Minish Cap, on retrouve le tombeau de la famille royale d'Hyrule. Dans cette tombe, plusieurs monstres s'opposeront à Link, comme par exemple des seigneurs, sortes de grandes chauves-souris, mais aussi et surtout des Gibdo. Nous avions évoqué dans l'épisode sur les peuples des ombres le fait que ces morts-vivants soient, pour certains, des membres du peuple Sheikah, coincés dans un état entre vie et mort. Vu le lieu où ils se trouvent ici, certains supposent que ces monstres soient en fait d'anciens membres de la famille royale, n'arrivant pas à trouver le repos éternel, peut-être à cause de regrets trop lourds à porter. Le concept de tombeau royal au fin fond d'un cimetière se trouve aussi dans The Legend of Zelda Twilight Princess. Effectivement, le village Cocorico de cette histoire possède également un lieu de repos pour ses défunts. Mais la tombe royale est ici destinée à la lignée des souverains du peuple des Zora. Et enfin, tout premier cimetière chronologiquement parlant, le cimetière de Célesbourg de The Legend of Zelda Skyward Sword. Ici, l'endroit possède un passage secret qui mène à la maison de Morsego, un horrible démon qui n'a rien contre les humains en fait. Au contraire, il veut même en devenir un. Selon certaines spéculations, lorsque Morsego arrive à son but grâce aux cristaux de gratitude, sa nouvelle apparence nous démontre qu'il est en fait un ancêtre d'un personnage bien connu, comme beaucoup d'autres habitants du ciel. Mais ici, pas des moindres, car il serait l'ascendant d'Igor. D'ailleurs, nous avions expliqué dans l'épisode sur les peuples humains que les habitants de Célesbourg avaient des noms qui faisaient référence à des noms d'oiseaux. Eh bien, le démon possède un nom se basant sur un principe similaire, car Morsego signifie tout simplement chauve-souris en portugais. Bon, mes soupçons se confirment. Ce sont bien des monstres que j'entendais au loin. Je suis là, caché derrière un rocher avec mon cheval, et je suis quasiment sûr qu'ils ne m'ont pas vu. On est dans un sacré pétrin là, Toraï. Ganon, le démon qui revient toujours. Comme le dit le roi d'Hyrule. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le fléau a vu le jour il y a bien des siècles.
avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. Pour comprendre qui est Ganon et ce qu'il fait là, il faut remonter à Skyward Sword, comme un peu toujours dans la série en fait. Aux origines de la chronologie, alors que le royaume d'Hyrule n'existait même pas encore, sorti des entrailles de la terre, l'incarnation du mal et de la rancœur elle-même, celui que l'on nomme l'avatar du néant. Il donna vie à des centaines de monstres et de démons, ayant pour but de détruire le monde. Cependant, la déesse Hylia parvint à le sceller quelques siècles dans ce qu'on appelle le Vallon du Sceau. Bien plus tard, Link et Zelda durent le combattre à nouveau, et, avant de disparaître pour toujours, il prononça ces mots. Vous, héritier du sang de la déesse et de l'âme du héros, vous ne pourrez échapper à ma malédiction. Vous errerez à jamais sur une sombre mer de sang, poursuivi par l'incarnation de ma haine. Vous l'aurez compris, cette haine immortelle censée poursuivre la princesse et le héros, c'est bel et bien Ganon. La première fois que cette haine prend véritablement forme, c'est sous celle d'un être humain, d'un Gerudo plus précisément, Ganondorf. Trahissant le roi d'Hyrule dans Ocarina of Time, il possède la Triforce de la Force et bâtira son propre royaume du mal autour du château d'Hyrule, désormais devenu le château de Ganon. Lieu sombre et ténébreux, un éternel orage s'abat sur l'édifice, témoignant du mal et de la colère qui en ressortent. Ici, à la fin de l'histoire du jeu, Ganondorf deviendra Ganon, perdant toute son humanité. Il sera scellé dans le Saint Royaume lors de sa défaite. Ensuite, la chronologie se sépare en 3 timelines. Dans la timeline du futur, comme le mal revient toujours, Ganon parviendra à s'échapper de sa prison dans les événements survenant avant The Legend of Zelda The Wind Waker. Bien que les déesses aient submergé le royaume pour empêcher son retour, Ganon parvint tout de même à revenir, s'établissant dans un nouveau lieu que l'on nomme la forteresse maudite. Donjon de rassemblement de nombreux monstres, elle se bâtit comme un véritable repère de pirates. Pour certains, cette forteresse serait ce qu'il reste du repère Gerudo d'Ocarina of Time, lieu dont Ganondorf était, là aussi, le chef. Nous avions exposé l'idée que la forteresse Gerudo puisse être l'ancien repère de pirates de Skyward Sword, là où un bateau en ruine apparaissait, exactement comme la forteresse maudite de The Wind Waker. D'ailleurs, on retrouve des cachots dans ces 3 lieux. Vers la fin du jeu, Ganondorf revient sur les terres d'Hyrule, établissant sa base dans sa tour, la tour de Ganon. Pour plusieurs théoriciens, la tour de Ganon serait l'ancien château d'Hyrule, qui était devenu le château de Ganon dans Ocarina of Time. Et le nouveau château, que l'on visite dans The Wind Waker, aurait été construit après le départ de Link sur les bases du Temple du Temps, comme nous l'avions déjà expliqué dans le premier épisode. Dans cette tour du mal incarné, Link devra affronter de nouveau les boss qu'il a déjà vaincus pour avancer. Aussi, il devra se battre contre Ganon spectral, une sorte de fantôme prenant l'apparence de Ganondorf. Il nous est possible de supposer qu'on ait déjà croisé ce fantôme dans un autre jeu. En effet, dans le Temple de la Forêt d'Ocarina of Time, Link se bat là aussi contre Ganon spectral, un fantôme à l'apparence de Ganondorf. À la fin du combat, on entend le Seigneur du Mal s'exprimer et dire « Ce fantôme était une création pitoyable. Je vais le bannir par-delà les seuils dimensionnels. » Les seuils dimensionnels ? Serait-il possible que Ganondorf ait envoyé son spectre dans la timeline de The Wind Waker ? Aussi, il est possible de remarquer que la musique qui se joue lors de son affrontement est la même que celle du combat contre Ganon dans A Link to the Past. Tout en haut de la tour,
Link et Zelda battent pour de bon le vil Ganondorf. Et, l'épée de légende plantée dans le crâne, l'homme Gerudo se change en pierre, scellé à tout jamais et recouvert par l'eau de mer. Jamais plus le démon ne reviendra dans cette timeline, du moins pas pour l'instant. Dans la timeline du présent, Link dans Ocarina of Time est revenu dans sa propre époque pour avertir le roi d'Hyrule des méfaits de Ganondorf à venir. Ce dernier sera alors jugé et condamné à mort dans la tour du jugement. Cependant, celui-ci tente de se rebeller et est envoyé dans le monde des ombres. Dans Twilight Princess, il revient sur les terres d'Hyrule avec l'aide de Xanto. Il réinvestit alors le château d'Hyrule. Décidément, Ganondorf a l'air de kiffer ce château. Le lieu sera, comme à l'accoutumée, réinvesti par des monstres et des chevaliers du mal. Son règne ne durera pourtant pas si longtemps, car Link le tuera en plein milieu de la plaine d'Hyrule à la fin du jeu, lui plantant son épée de légende dans le ventre. Et enfin, dans la troisième timeline, il est supposé que Link perd à un moment ou à un autre, laissant le champ libre à Ganon pour retenter sa chance. Dans de nombreux jeux de cette timeline, le royaume d'Hyrule se verra de nouveau confronté au roi démon. Dans The Legend of Zelda, le tout premier, Link bat Ganon sous sa forme bestiale, et ses sbires tenteront de le faire revenir à la vie grâce au sang de Link dans The Legend of Zelda The Adventure of Link. Cependant, et heureusement, ils n'y parviendront pas, ce qui marque donc la fin de Ganon dans cette timeline, du moins là aussi pour l'instant. Pour finir avec le roi démon, incarnation de la haine de l'avatar du néant, qui aura causé bien des malheurs à bien des époques, on le retrouve une ultime fois dans Breath of the Wild, qui est encore à ce jour très flou quant à son placement dans la chronologie. Ici, quelle surprise! Il se base une nouvelle fois au château d'Hyrule, faisant de ce lieu un repère de monstres, très hostile à la survie humaine. Dans ce château, désormais maudit, on retrouve un peu partout de la malice de Ganon, matérialisation de la rancœur du démon sous forme de matière noire. On remarque que l'édifice est en ruine et qu'il ne subsiste presque plus rien du magnifique château qu'il était autrefois. À la fin de l'histoire du jeu, Link vainc Ganon sous sa forme porcine, et jamais plus ni Ganon ni Ganondorf ne viendront causer du tort au royaume d'Hyrule. Du moins, jusqu'à Tears of the Kingdom. Les monstres qui se trouvent en face de moi, je crois qu'ils m'ont entendu. Pourvu qu'ils ne soient pas sous le contrôle de Ganon. Je crois qu'ils arrivent. Ils m'ont repéré. Vite, Toraï, il faut pas qu'on reste là. En tout temps, Ganon, ou quelconque réincarnation du démon, a eu de l'aide dans sa conquête d'Hyrule. Le premier d'entre eux, chronologiquement parlant, est Ghirahim, l'esprit de l'épée noire de l'avatar du néant dans Skyward Sword. Il nous est possible de remarquer que Ghirahim, surtout sous sa forme finale, ressemble énormément à Fei, l'esprit de l'épée de légende de Link. Ces deux personnages sont en fait construits comme de véritables opposés. Là où Fei, de couleur blanche et bleue, est quasiment dénuée d'émotion, toujours dans l'analyse et le calcul des choses à venir, Ghirahim, lui, de couleur noire et rouge, agit toujours par instinct, colère ou même folie, et possède des émotions très prononcées. Le point commun entre les deux reste quand même leur dévouement total envers leur maître, le possesseur de leur épée respective. Assez similaire à Ghirahim, nous avons aussi Xanto de Twilight Princess. Vivant dans le palais du crépuscule, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode sur le peuple des ombres, Xanto se montre très froid et énigmatique au début de l'histoire. On découvre, au fur et à mesure du jeu, qu'il ressemble finalement beaucoup à Ghirahim, puisqu'il est en fait à la limite de la folie, avec des mouvements très saccadés, des grands cris et une adoration totale pour Ganondorf, qu'il considère comme son dieu. Ce qui est encore très mystérieux pour les théoriciens Zelda, c'est son attache à celui-ci. Pourquoi, quand Ganondorf est vaincu par Link, on peut observer Xanto se brisant le cou? Ce qui semble d'ailleurs être le coup fatal pour le roi démon. Les âmes de Xanto et de Ganondorf sont-elles liées d'une manière ou d'une autre? Que signifie ce brisage de cou? À vos théories.
Dans The Wind Waker, le seigneur du mal est épaulé par un oiseau géant qui se nomme le roi Cuirasse. Ayant élu domicile au sommet de la forteresse maudite, ce volatile a pour mission d'enlever toutes les filles aux oreilles pointues qu'il trouve, dans le but de mettre la main sur la réincarnation de la déesse Ilia. Bon, manque de bol, il ne capturera pas les bonnes personnes. Cet oiseau peut être comparé à un autre qui reprend étrangement le même code couleur et qui est aussi associé à un rival de Link, le Célestrier d'Ergo. Et oui. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on remarque que le Célestrier de Link, quant à lui, est rouge, tout comme le lion rouge dans The Wind Waker. Et oui. Dans l'une de ses suites, The Legend of Zelda Spirit Tracks, pas de Ganon, mais plutôt Malard, qui porte pourtant aussi le titre de roi démon. En effet, plusieurs joueurs pensent que Malard est aussi une réincarnation de la malédiction de l'avatar du néant, s'étant matérialisé sous une autre forme que Ganon. Le roi démon de Spirit Tracks, qui semble provenir du monde des ténèbres où réside le train démon, sera épaulé par le premier ministre de la citadelle d'Hyrule, Kimado, qui se révélera être un monstre trahissant la famille royale pour tenter de ressusciter le seigneur du mal. Petite anecdote sur ce dernier, Malard n'est pas un nom choisi au hasard, puisque c'est comme cela que se nommait une locomotive des années 30, Malard, qui a d'ailleurs battu le record de vitesse de son époque. Un nom collant parfaitement avec un jeu Zelda sur le thème des trains. Ganon est ensuite aidé par de nombreuses autres personnes dans les autres jeux, comme Yuga dans The Legend of Zelda A Link Between Worlds, dont on nous a déjà parlé dans l'épisode sur le peuple des ombres, ou encore Aghanim dans The Legend of Zelda A Link to the Past, que certains suspectent être Ganondorf dissimulé sous une multitude de voiles. En effet, s'il n'est pas véritablement Ganondorf, il peut tout de même être une version humanifiée du roi démon, car lorsque Ganon prend vie après la mort d'Aghanim, il dira à Link « Tu as vaincu mon alter ego ». Phrase plus qu'étrange. Dans Link's Awakening, Ganon n'est pas présent sur l'île Cocolint. Le grand méchant final est Maleficio, une sorte de cauchemar infini aux multiples apparences. Ce qu'on peut tout de même noter, c'est que Maleficio, vivant dans l'œuf du poisson rêve, prend à un moment donné de son affrontement l'apparence de Vaati, et à un autre moment, la forme de Ganon. Et enfin, dans Breath of the Wild, Ganon n'a pas de personnage lui permettant sa résurrection et son contrôle du royaume. Mais on peut retrouver plusieurs références monstrueuses sur la carte. Mis à part les ponts nommés en référence à des boss de Zelda 1 et Zelda 2 que nous avions cités dans l'épisode précédent, on a aussi la forêt Octo, en référence au peuple de monstres des Octos, la passe de Malficio, pour Maleficio de Link's Awakening, ou encore et surtout la vallée du néant, en l'honneur de l'avatar du néant, créateur de tous les malheurs d'Hyrule. Torai court à toute vitesse, mais les monstres qui nous pourchassent ont l'air plus rapides. Ils sont là, juste derrière nous. Non! Non! Ils ont des barils de poudre! Tous les monstres sont morts. Mais ce ne sont pas les seuls. Torai, mon fidèle compagnon, je suis désolé. Tu as tout fait pour me sauver la vie, et je n'ai pas réussi à sauver la tienne. Adieu, Torai. Tu vas beaucoup me manquer. Merci pour tout, mon ami. Merci. Exactement comme le camp de monstres qui viennent de m'attaquer, il existe encore plein de repères que nous n'avons pas cités. Dans Twilight Princess, au centre du désert Gerudo, apparaît le camp des Bulbines. Il s'agit d'une sorte de campement qui abrite des monstres à la peau verte, chevauchant des sangliers. Très forts au maniement de l'arc, on les retrouve un peu partout dans Hyrule à l'époque de ce jeu. Ces Bulbines de Twilight Princess peuvent nous faire penser aux Bokoblins de Skyward Sword. De la même manière que les chevaucheurs de sangliers, on retrouve les Bokoblins et leurs confrères les Moblins sur plusieurs petits camps attaquant en groupe.
D'ailleurs, petite anecdote, lorsque ces bokoblins soufflent dans leurs cornes pour faire rappliquer le reste du groupe, la mélodie produite est la même que celle que fait le garçon à la flûte dans A Link to the Past. Les bokoblins et les moblins sont de retour dans des camps très similaires dans Breath of the Wild. Cependant, le bruit de leurs cornes ne fait désormais penser plus à rien. Parfois, on les retrouve même dans des rochers en forme de crâne humain. Dans The Legend of Zelda Triforce Heroes, pas de Ganon. La grande méchante du jeu est Lady Satin, une sorcière qui souhaite être reine de la mode. Waouh! Son nom fait référence à une matière de tissu, le satin, s'opposant à la princesse à qui elle jette sa malédiction, la princesse mousseline, la mousseline étant une manière de façonner le tissu dans la mode. Un autre jeu où Ganon n'apparaît pas est The Legend of Zelda Majora's Mask. Dans l'histoire de ce jeu, on peut d'abord penser que la personne qui a jeté un sort à la lune de Termina pour qu'elle s'écrase sur le monde est Skull Kid, le jeune lutin de la forêt. Cependant, on apprend bien plus tard que le pauvre enfant était en fait contrôlé par le masque qu'il portait. Le masque de Majora, relique ancienne dans laquelle a été enfermé un démon à la soif de destruction. Cet objet, à la forme de cœur recouvert d'épines, fait ressortir le pire dans l'âme de celui qui le porte. À la toute fin du jeu, Majora téléportera Link dans un lieu hors du temps, étrange et mystérieux. Pour le battre, le héros aura la possibilité de s'équiper du masque de puissance des fées pour se transformer en Oni Link, un autre démon à la force incommensurable. Pour certains théoriciens, Oni Link est le tout premier de tous les Link, avant même celui de Skyward Sword, le héros qui aurait aidé la déesse Hylia à sceller l'avatar du néant pour la première fois. Mais alors, pourquoi ce héros à la force époustouflante aurait été enfermé dans un masque, à l'instar du démon de Majora? Probablement que nous n'aurons jamais la réponse à cette question. Le masque de Majora, que l'on retrouve dans la boutique de Lavio dans A Link Between Worlds, qui possède des dons de possession, ne sont pas sans rappeler Zelda dans Spirit Tracks, qui avait la possibilité de prendre le contrôle des spectres, sorte de gardiens en armure de la tour des dieux. La possession est un thème très récurrent dans les monstres de la série Zelda. L'épée noire possédée par Ghirahim, le masque de Majora qui possède le corps de Skull Kid, Ganondorf qui possède le corps de Zelda dans Twilight Princess, Zelda elle-même qui possède les spectres de la Tour des Dieux. C'est même à se demander si Ganondorf aurait véritablement eu ce destin s'il n'avait pas été possédé par la haine de l'avatar du néant, victime de la malédiction de ce dernier. Peut-être est-ce ici un message. Aurions-nous peur de ce qu'il adviendrait de nous si l'on se laissait posséder par nos pulsions les plus enfouies? Qu'est-ce qu'il se passerait si nos plus sombres pensées venaient à prendre le contrôle sur le reste? Avez-vous peur de qui vous pourriez être, au fin fond de vous-même? Comme l'a dit Friedrich Nietzsche, celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas le devenir lui-même. Aussi, d'une autre façon, comme l'a dit le sage de la lumière à Link en lui racontant l'histoire du roi démon, de la présomption de ceux qui restent aveugles au danger du pouvoir, naît le germe de leur propre défaite. Il me faut rester fort après la perte de mon ami. Je dois continuer d'avancer. Je marche dans ces souterrains rocheux depuis tout à l'heure. Mais où est-ce qu'ils peuvent bien m'emmener? J'espère au moins qu'il n'y aura pas d'autres monstres sur mon chemin.